La canicule agite de nouveau les prisons. Affrontement cet après-midi au Beaumet. Il y a 6 blessés. Ronald Reagan fait son mea culpa. Le président américain assume la responsabilité de l'affaire de l'Irangate. L'automobile va chaler. Elle rapporte 134 milliards de francs à l'État chaque année. Et depuis 4 ans, la fiscalité automobile a augmenté très vite. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Et d'abord une mauvaise nouvelle pour le sport français. Stéphane Caristan ne participera pas au mondial de Rome. Enfin, il reste une chance infime, mais elle paraît effectivement bien mince maintenant. Les championnats du monde débutent en Italie dans un peu plus de 15 jours et Caristan, notre meilleure chance de médaille, peut-être une médaille d'or sur 110 mètres haies. Eh bien, il souffre d'une blessure à l'aine. Aujourd'hui, il faisait un ultime test. Patrick Montel. Le test de la dernière chance pour Stéphane Caristan, une infiltration de xylocaïne pour calmer sa douleur à l'aine et jeter ses forces dans une séance qui ressemble fort à de la rééducation. Allez Steph. Les encouragements de son entraîneur Jacques Piacenza quand Stéphane reprend tout à zéro, retrouver ses sensations sur des obstacles de 90 cm, mais déjà Caristan grimace. Et sur les lattes, plus j'accélère, plus j'ai mal. En accélération, comme tu disais là tout à l'heure. Là, je maintiens la jambe, là, je le sens. Là. Plus je monte, là. Il faut alors tenter le tout pour le tout sur des haies de compétition, puisque le scanner du professeur Saillant n'a rien révélé de grave. Mais là encore, c'est l'échec. J'avais moins mal tout à l'heure à l'échauffement dans les tribunes que maintenant après avoir fait quelques haies. Donc je sais que j'ai plus mal. J'ai mal en marchant maintenant, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Dès aujourd'hui, si ça avait bien été, il n'aurait pas été évident que je puisse en 2 semaines et demie retrouver le top niveau des Américains, des Canadiens et des Britanniques qui vont très vite en ce moment. Alors dans la tête, ça se passe comment dans ces moments-là? Eh bien dans la tête, on est déjà à l'année prochaine. J'avais remarqué que les années impaires n'étaient pas des super années pour moi. Donc 87, c'est comme les autres années. Je vais d'ores et déjà préparer Séoul. En attendant, c'est le champion d'Europe en titre qui sera vraisemblablement absent à Rome dans 15 jours. Et pour l'athlétisme français, c'est sa plus belle chance de médaille qui s'envole. Dommage. Automobiliste, si vous saviez. Par exemple, si vous saviez combien l'État profite de votre voiture pour faire rentrer de l'argent dans ses caisses. L'automobile rapporte 134 milliards de francs à l'État chaque année, 13% de son budget. Et surtout, cette fiscalité automobile, elle a augmenté beaucoup depuis 4 ans. 3 fois plus que la hausse des prix, par exemple. Françoise Joly. Une voiture, c'est vraiment du luxe, du moins considéré comme tel par l'État. Il lui applique 33,3% de TVA pour son achat et toutes les réparations qui s'en suivent, soit un gain de 16 milliards pour l'État. Mais attention, avant de démarrer, vous devez encore orner votre pare-brise d'une vignette. La plus grande part de la recette, 9 milliards, va au département, mais l'État empoche quand même 230 millions. Pas question non plus de rouler sans assurance, 5 milliards pour le Trésor. On peut aussi prendre de l'essence, ça arrive, super ou ordinaire. C'est le jackpot, 110 milliards de TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers. Enfin, s'il vous reste de la menue monnaie, vous pouvez toujours payer les divers péages, encore 10 milliards de taxes dans les caisses de l'État. Si l'on y ajoute quelques broutilles, comme les taxes sur les essieux ou sur les voitures de société, on arrive à une cagnotte de 134 milliards pour l'État. 13% du budget de la France payé par la voiture. Une fiscalité qui a augmenté de 60% en 4 ans. Alors si le marché de l'automobile français va mieux aujourd'hui, il n'y a pas que les constructeurs qui se frottent les mains. Et là-dessus, les Belges s'en mêlent. C'est une drôle d'histoire, mais elle est vraie, même si elle est belge. Si vous êtes français, automobiliste, et que vous allez sur une autoroute belge, il va bientôt falloir payer 80 francs de taxes annuelles. C'est le moyen qu'a trouvé l'État belge pour remplir ses caisses à lui. Faire payer les automobilistes étrangers. Tollé général en Europe, où l'on essaye année après année de rendre la circulation plus facile et moins réglementée dans tous les pays de la communauté européenne. Reportage Patrick Boité, Yann Jiquel. Au début de cette histoire, c'est encore et toujours une affaire de gros sous. Le gouvernement belge était en train de se demander comment boucler le budget de rigueur quand le ministre des Finances a eu l'idée de taxer tous les véhicules étrangers pénétrant en Belgique.
Nous avons un réseau autoroutier ultramoderne, extrêmement luxueux et confortable, 3 bandes généralement, et puis éclairé sur toute sa longueur. En fait, les cosmonautes qui orbitent autour de la Terre remarquent 2 choses de là-haut. La muraille de Chine et le réseau routier belge qui est éclairé. Nous avons le réseau routier le plus luxueux du système solaire. Alors, est-il tellement anormal que nous demandions un péage modique à nos amis étrangers qui franchissent nos frontières? Valable 1 an, la vignette autoroutière serait délivrée à compter du 1er janvier prochain au poste de douane belge. 500 francs belges, soit 80 francs pour les voitures particulières, le double pour les camions et les autocars. Pour les Belges, en revanche, rien de changé. Ils auront directement leur vignette en payant, sans augmentation, la taxe de roulage à laquelle ils sont déjà soumis. Cette mesure devrait rapporter 500 millions de francs français. La plupart des Belges estiment que c'est un juste retour des choses. J'ai passé mes vacances dans le sud de l'Espagne. Je me suis offert la traversée de la France et j'ai dû payer mes péages. Et c'était pas chez vous gratuit. Hein. Vous êtes les seuls à faire ça quand même. Ah, je crois qu'il y a encore les Suisses. Hein. Les Suisses ont payé une taxe aussi là. Et oui, il fallait s'y attendre. Les Belges citent en exemple les Suisses. La Confédération helvétique fait payer 30 francs suisses à quiconque souhaite utiliser ces autoroutes. Mais la Suisse n'est pas membre de la CEE. Et dans tous les pays de la communauté, des voix s'élèvent aujourd'hui, transporteurs routiers en tête, pour protester contre ce qui apparaît une discrimination inacceptable et une faute politique. Nous avons ce but d'achever dès 1992 un marché ouvert, sans barrière, pour la communauté entière. Et s'il y a introduit dans la communauté une taxe sur le transport, c'est un pas en arrière de notre point de vue. Face aux possibles mesures de rétorsion de ses partenaires, l'Allemagne en a déjà parlé, le gouvernement belge reviendra peut-être sur sa décision. Sinon, eh bien, une combine pour les réfractaires à la vignette. Il existe un moyen économique de profiter des autoroutes les plus luxueuses du monde. Bien sûr, c'est moins sûr. La nouvelle agitation dans les prisons maintenant. Il fait chaud, particulièrement dans le sud. Et comme au début de juillet, la canicule a provoqué la révolte dans la prison des Baumettes. Il y a un petit peu plus d'1 heure, le calme est revenu dans cette prison. Mais en début d'après-midi, une vingtaine de détenus avaient refusé de regagner leurs cellules. Il y avait eu des affrontements qui ont fait 6 blessés. Tout de suite, le reportage Roland Sicard, Robert Rosier. La colère sur les toits de la prison. Il était 14h30 cet après-midi. Les détenus du bâtiment A de la prison des Baumettes, réservés aux prévenus, refusent de réintégrer leurs cellules après la promenade. Une échauffourée éclate avec les gardiens de la prison. 4 d'entre eux sont blessés. Tout va alors se passer très vite. Les visiteurs qui attendaient au parloir sont immédiatement évacués. On était dans la salle d'attente et d'un coup nous ont dit sortez, sortez. Les gardiens nous ont fait sortir en courant. Même dehors, ils nous ont pas fait regarder. À l'intérieur de la prison, la révolte s'organise. Les mutins incendient une grue installée dans la cour, mettent le feu au matelas de leurs cellules, jettent par la fenêtre leur téléviseur. Les policiers qui ont pénétré à l'intérieur de l'enceinte répliquent par des jets de gaz lacrymogène, des policiers mis un moment en difficulté par la violence des mutins. Le Belden 12, ils sont en train de concentrer la réaction sur nous, là, on n'est pas assez nombreux. C'est que 10 gars, là, je sais pas. Les policiers vont pourtant rapidement réussir à reprendre le contrôle de la situation. À 18h, les derniers détenus avaient regagné leurs cellules, mais sur place, chacun fait ses comptes. C'est la seconde mutinerie en moins d'1 mois aux Baumettes, une prison qui compte 2390 détenus pour 900 places, une prison où il faisait cet après-midi 35 degrés dans les cellules. En politique française, Olivier Guichard redoute un affrontement Chirac-Barre au premier tour des présidentielles. Aussi, M. Guichard se demande, comme Valéry Giscard d'Estaing, s'il ne serait pas souhaitable d'avoir dès le premier tour des présidentielles donc un candidat unique de la majorité. M. Guichard l'a dit dans son éditorial du journal de la presqu'île guérandaise. La Nouvelle-Calédonie, réaction de Jean-Marie Djibaou, le leader du FLNKS, après l'avertissement de Bernard Ponce. Monsieur Djibaou se veut conciliant dans une interview à la Croix. Il dit que son mouvement ne cherche pas l'affrontement, que les indépendantistes se prononceront prochainement sur le maintien ou non de la marche et qu'il cherche pour l'instant d'autres formes d'action. À l'étranger, le Tchad, pas d'éléments nouveaux sur le terrain, mais en revanche sur le plan politique, il semble bien que les Libyens veuillent faire des efforts vis-à-vis de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine. Hier en tout cas, la Libye avait de nouveau bombardé le Tchad.
Je vous propose d'écouter le témoignage sur place du responsable d'une organisation humanitaire que nous avons pu joindre au téléphone. Il y a eu des bombardements mardi à 2 reprises sur Faya-Largeau, mardi matin vers 8h et puis mardi en fin de matinée plutôt vers 12h. C'est vers 8h notamment qu'un éclat de bombe est tombé dans la cour d'habitation de notre mission à Faya. Le mercredi, des avions ont survolé Faya-Largeau, mais à très haute altitude, sans qu'il y ait de bombardement. Et aujourd'hui, bien sûr, il a été difficile d'avoir des nouvelles, donc nous n'en savons rien pour le moment. D'après nos agronomes qui sont sur le terrain, il n'y aurait pas eu de blessés parmi la population civile à Faya-Largeau. La vie est normale à N'Djamena et mis à part cette inquiétude, tout paraît tout à fait normal. Quant à la position française, elle a été encore réaffirmée ce matin par André Giraud, le ministre de la Défense, qui venait de s'entretenir avec François Mitterrand. Écoutez. Les déclarations que j'ai faites ces jours derniers étaient parfaitement conformes à la déclaration qu'avait faite le président de la République lundi. Comment faut-il interpréter votre mise en garde adressée aux Libyens? On a appelé ça une mise en garde, je ne sais pas si c'était tout à fait le mot. Il était sorti des informations qui avaient laissé supposer que nous nous interdisions de faire quoi que ce soit au nord du 16e parallèle. Et j'ai donc jugé utile hier de modifier, de remettre, si vous voulez, les choses dans l'ordre en rappelant que nous ne nous limitions pas forcément au 16e parallèle. Aux États-Unis, Ronald Reagan a fait son mea culpa. Oui, j'ai fait une erreur, a-t-il dit à propos de la vente des armes à l'Iran. Le président américain a voulu tourner une page. Il n'est pas sûr que ses opposants dans le pays l'entendent de cette oreille. Jean-Marc Ilouz, à New York. Une fois encore, le président Reagan a donc fait publiquement son mea culpa. Les ventes d'armes clandestines à l'Iran, c'est vrai. Mon obsession pour les otages a fait déraper la politique américaine vis-à-vis de Téhéran. Le détournement des bénéfices au profit de la guérilla anticommuniste du Nicaragua, malgré l'interdiction du Congrès, le chef de la Maison-Blanche a avoué qu'il n'était pas au courant. J'endosse seul ses responsabilités, a dit Ronald Reagan à ses concitoyens, mais croyez-moi, je n'ai jamais essayé d'étouffer l'affaire. Une fois encore, Ronald Reagan se charge de tous les péchés de l'Amérique, y compris ceux qu'il n'a pas commis, comme si au fond, personne n'était directement responsable. Mais hélas, ce n'est pas l'avis du Congrès, dont l'enquête n'est pas close. Sans parler du colossal dossier judiciaire que mitonne actuellement dans le secret de l'instruction le procureur spécial Walsh. Autant dire que Ronald Reagan aura bien des difficultés à tourner la page de l'Iran Gate pour se concentrer, comme il le souhaitait hier soir devant les téléspectateurs américains, sur l'avenir, le budget, l'Amérique centrale et un accord avec M. Gorbatchev. Dans le golfe arabo-persique, une nouvelle mine a été trouvée, la 6e, à l'extérieur du golfe, en face de Khor-Fakkan, aux Émirats arabes unis. D'autre part, à propos de ces affaires du Moyen-Orient, une confirmation. En juin, l'Iran a bien été le premier fournisseur de pétrole brut de la France. Les ventes de l'Iran à la France ont progressé de 250% par rapport à la même période de l'année dernière. L'Afrique du Sud, toujours la grève des mineurs, elle a même tendance à s'étendre et la situation paraît d'autant bloquée qu'il y a eu hier des arrestations importantes. Pendant ce temps, les dirigeants du pays se disputent au Parlement sur des problèmes de date d'élection qui ne concernent de toute façon que la minorité blanche. Le point sur la grève, Nicolas Jacobs. Cette nuit à Soweto, le ghetto noir de Johannesburg, la population accueille une délégation de mineurs grévistes. On leur fait fête. Tout un symbole dans ce haut lieu des luttes noires pour l'égalité, les mineurs sont venus expliquer leur mouvement et dire qu'ils ne cessent de s'étendre. Il aurait gagné 10 nouvelles mines, un chiffre que réfute le patronat, qui lui constate avec satisfaction l'existence de signes prouvant qu'un nombre croissant de grévistes souhaitent reprendre le travail. Pourtant, même la raffinerie d'or de Rand, la seule du pays, fonctionne maintenant au ralenti. Un tiers des employés s'est mis en grève, ceux des mines de diamants et de platine pourraient suivre. Sur tous les carreaux de mines du pays, la tension est vive. Patronat et syndicats s'accusant mutuellement d'actes de violence, chacun revendiquant des blessés. La police sud-africaine reconnaît avoir arrêté 78 militants syndicaux. Ils seront jugés sous l'accusation de conspiration à des fins d'assassinat. Il y a 26 ans, juste, jour pour jour, le mur de Berlin commençait de créer l'un des problèmes politiques les plus étranges de notre planète. À l'ouest, on l'appelle le mur de la honte.
À l'Est, on dit que c'est le rempart de la liberté. Pourtant, les deux États allemands continuent d'avoir des relations suivies. Ainsi, hier, un important échange d'agents secrets a eu lieu. Cet échange intervient un mois avant la visite en Allemagne de l'Ouest du numéro 1 est-allemand Erich Honecker. L'opération a eu lieu, vous le voyez, à un poste frontalier. Au Pakistan, Benazir Bhutto, la fille d'Ali Bhutto, exécutée il y a quelques années, Benazir Bhutto est devenue leader de l'opposition. Jusqu'à présent, c'était une femme seule, et bien bientôt, elle ne le sera plus. Elle va se marier. Un mariage de circonstances qui relève plus du coup politique que du coup de foudre. Gilles Rabin. Femme et leader politique en pays musulman, c'est le pari impossible de Benazir Bhutto, chef de l'opposition pakistanaise, un pays où la politique est évidemment une affaire d'hommes. Alors Benazir Bhutto a décidé de se marier. Un mariage de raison, bien sûr, de raison d'État. L'heureux élu, choisi par Benazir et sa mère, s'appelle Asif Zardari. Il présente un triple avantage. Il est riche, il est le fils de l'un des chefs les plus influents de l'opposition et il n'a pas vraiment la réputation d'un macho. Ainsi, les intégristes musulmans ne pourront plus reprocher son célibat volontaire et ses manières d'occidentale à cette femme politique de 34 ans. Depuis l'exécution de son père en 1979, Ali Bhutto, l'ancien Premier ministre, exécution ordonnée par l'actuel chef de l'État, le général Zia, elle a connu la prison et l'exil. Dès son retour au Pakistan en 1981, elle a pris la tête de l'opposition. Ce mariage de convenance devrait lui permettre de poursuivre sa carrière politique, jusqu'à la présidence peut-être. Reste à savoir ce qu'en pensera le fiancé une fois devenu son époux. Le sport, de nouveau, avec un record en natation, l'un des plus prestigieux, le record du monde du 50 mètres nage libre. Il a été battu en Australie, à Brisbane, par l'Américain Tom Jagger en 22 secondes et 32 centièmes. Une seconde de moins, un centième de seconde de moins, bien sûr, que son célèbre compatriote Matt Biondi, qui détenait auparavant le record. Autre record en athlétisme cette fois, l'Italien Andrei l'a battu, le record du monde donc du lancer du poids. C'était hier soir à Viareggio et vous allez le voir, il l'a fait de belle manière. L'Italie casse les prix. 3 pour le prix d'un, c'est le dernier tarif de cet athlète italien Alessandro Andrei. 1m91, 118 kg, policier le jour, recordman du monde de poids depuis hier soir. Alors en Italie, un poids, mais plusieurs mesures, parce que ce record, il le bat à 3 reprises. Une première fois avec un jet de 22,72 m, 8 cm de mieux que l'Allemand Udo Beyer. Autre tentative, autre réussite, 22,84 m, c'est encore mieux. Enfin, dernier essai et le boulet qui retombe 22,91 m plus loin. Andrei l'Italien se place donc au rang de favori à 15 jours des championnats du monde de Rome. En voile, la course de l'Europe, elle touche à sa fin. Il n'y a plus qu'une étape pour cette course de multicoques qui ont fait le tour de l'Europe. Hier soir, les bateaux sont arrivés à Toulon pour l'avant-dernière étape, à l'issue de l'avant-dernière étape. Victoire de Jet Service, encore de Daniel Gillard. C'est en effet sa 6e victoire en 7 étapes. Alors inutile de dire qu'il mène au classement général. Francis Marotto. Course de l'Europe, rendez-vous des plus grands multicoques. Mais multicoque monologue, c'est la devise de Daniel Gillard qui remporte à Toulon sa 6e victoire en 7 étapes. Ce n'est plus une domination, c'est un monopole de Jet Service. Alors derrière, on lutte pour la seconde place. Jean Morel, le plus jeune skipper de la course, le seul qui ait battu Gillard lors de la première étape, termine 3e hier et conforte ainsi sa place de second au classement général. Le deuxième hier soir à Toulon, Pépé, Éric Tabarly sur Côte d'Or, toujours présent, surtout dans le gros temps. En vue de l'arrivée, il file à près de 30 nœuds vers Toulon. Tabarly termine d'ailleurs juste derrière Gillard. Enfin, Olivier de Kersauzon, après un bon départ, il choisit une mauvaise option météo. Kersauzon termine 2 heures après le premier. Autre sport nautique, mais cette fois sans voile, juste avec la force et la puissance des vagues, c'est bien sûr le surf. En ce moment même, en France, à Lacanau, commence, sur l'océan bien sûr, commencent les 6e championnats du monde. Hélas, il n'y a pas de vent et donc pas de vagues. Les surfeurs, eux, ont du vague à l'âme. Philippe Etcheverry. Le Lacanau Pro est au surf ce que Roland Garros est au tennis. Durant toute la semaine, les meilleurs mondiaux de la spécialité vont se jeter ici à l'assaut des rouleaux. Mais si les vagues relativement modestes de notre côte atlantique ne permettent guère les descentes vertigineuses du Pacifique, en revanche, elles offrent aux surfeurs de s'exprimer avec plus de grâce. Pour gagner,
Il leur faut exécuter les figures les plus audacieuses après avoir choisi la vague la plus belle et la plus longue. Roller coaster, slide slip, take off, tube ou 360, autant de pas de danse pour exprimer son art. Si Américains et Australiens occupent les 20 premières places du classement mondial, un Français a réussi l'an passé à leur rafler le titre de champion du monde junior. Il est vrai que VTA David est originaire de Tahiti. Il donne ici sa recette à ses collègues du continent. Il faut voyager beaucoup dans des pays, et surfer avec des très bons surfeurs. Et aussi en France, vous n'avez pas de très belles vagues, à part dans les Landes, à Osgore et à Biarritz. Et aussi, le défaut, c'est que vous surfez que 6 mois par an, parce qu'il fait froid. Demain, ce sera au tour des dames de se lancer sur les vagues. Voilà, même sur les toutes petites vagues, ils arrivent à faire des trucs pas mal. Les courses enfin, avec les résultats du quartet tiercé. C'était à Deauville hier. Alors d'abord, il y avait un quartet, le voici, 18, 4, 13, 5. L'ordre d'arrivée, c'est cela. Dans l'ordre, ce quartet, j'y arriverai, rapporte 149 962 francs et dans un ordre différent, 6 669 francs 50. Et puis bien sûr, sur la même course, un tiercé, donc c'est les 3 premiers chevaux, 18, 4, 3, qui dans l'ordre rapporte 14 941 francs. Et dans un ordre différent, 2586 francs, tout cela pour 5 francs, c'était à Deauville. Enfin, pour terminer, des nouvelles de phénomènes météorologiques qui se succèdent sur notre planète. Par exemple, aux Philippines, un typhon qui a traversé les îles, il s'appelle Betty. Cela ne l'empêche pas de tout dévaster sur son passage. 8 morts, une dizaine de disparus et de très nombreux sans-abri. Il y avait des vents, paraît-il, de 185 km/h. Alors, Sophie Davant, vous avez repéré, vous aussi, d'autres phénomènes météo dans un tout autre coin de la planète. Oui, au large des Caraïbes, on a repéré une tempête tropicale, c'est-à-dire le stade avant le cyclone. Alors d'ailleurs, nous avons reçu une image satellite d'un satellite américain. Alors vous voyez, vous repérez sur cette image l'Amérique latine, l'Amérique centrale, et cette grosse tache blanche correspond à cette tempête tropicale. Alors il faut savoir qu'en ce moment, ce sont des phénomènes très fréquents à cette période de l'année, des phénomènes qui naissent d'un violent contraste thermique entre les mers entre la température des mers qui sont très chaudes et de l'air plus frais. Alors eh bien, il y a un violent contraste thermique et donc ces phénomènes, ce cyclone se développe au large des Caraïbes actuellement. Les vents circulent à plus de 70 km/h. Ils se dirigent vers les Antilles, vers la Guadeloupe et la Martinique, où on prévoit demain que les vents oscillent entre 80 et 110 km/h. Il faudra être très prudent. Et puis un autre orage tropical se déplace actuellement, vous le voyez ici, il se déplace vers les Bermudes avec des vents qui oscillent aussi entre 80 et 100 km/h. Il menace actuellement de nombreux navigateurs. Donc prudent sur toutes ces régions en ce moment. En France, c'est beaucoup plus calme aujourd'hui. C'est impressionnant, effectivement, ce qu'on voit sur vos cartes. Alors en France, oui, beaucoup de soleil, mais beaucoup moins de violence. Beaucoup de soleil, beaucoup moins de violence. On prendra encore des coups de soleil demain, un soleil omniprésent. Je propose de regarder notre image satellite, cette fois-ci, où l'on voit encore une perturbation qui va traverser le pays, mais cette nuit, les choses se passent très très bien. La perturbation va traverser cette nuit. On retrouvera quelques nuages et quelques petites brumes demain matin, et puis un soleil sur l'ensemble du pays dû à ce bel anticyclone qui nous protège. Et puis des remontées d'air chaud et humide de l'Espagne qui provoqueront des orages sur le sud du pays. Regardez la carte du temps prévue pour demain. Donc des brumes et des nuages le matin sur le centre, sur l'île de France, sur le nord-est du pays qui devraient se dissiper très rapidement pour laisser place à un très beau soleil. Et puis des orages qui se développeront sur les Pyrénées, sur le Massif central et sur les Alpes en fin de journée seulement. Partout ailleurs, il fera très beau. Il fera encore chaud demain, mais cette perturbation qui passe cette nuit va rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Donc on va perdre quelques degrés sur la moitié nord. Les températures s'échelonneront entre 20 degrés à Brest, 21 degrés à Cherbourg, jusqu'à 25 degrés à Bourges ainsi qu'à Paris. Donc on restera quand même dans des températures agréables. Il fera 26 degrés à Limoges pour la moitié sud, jusqu'à 34 degrés. 34 degrés à Perpignan, à Nîmes et à Marseille. Il faut savoir qu'aujourd'hui il a fait 38 degrés à Cazaux. C'est un étang près de Bordeaux. C'est quand même très très chaud. Demain nous serons le vendredi 14 août. Il y aura 3 minutes de soleil en moins. Un soleil qui se lèvera à 6h42, qui se couchera à 21h07. Et nous fêterons les Évrards. Merci Sophie. Fin de cette édition du journal. Alors les prochains rendez-vous avec l'information. Jacques Merlino ce soir pour la dernière édition, l'édition de la nuit vers 23h30. Demain, les rendez-vous, c'est Télématin comme d'habitude, 6h45 avec Roger Isabelle, Patricia Charnelet pour Antenne de midi à 13h. Je vous retrouverai à 20h. Excellente soirée sur Antenne 2.